Et c'est Louise Deschâtelet. Bienvenue dans nos studios de Canal Vox. La question que l'on vous pose aujourd'hui, pourquoi avons-nous tant de mal à être fiers de ce qu'on est? S'apprécier soi-même est sûrement une des choses les plus difficiles à faire dans l'existence parce qu'il ne se passe pas une journée où vous ne rencontrez pas quelqu'un qui est en train de se plaindre de ne pas être assez bon dans ceci, pas être assez bon dans cela, d'avoir fait telle erreur, d'avoir fait telle autre erreur. Rares sont les personnes que vous entendez dire « Ah, je suis tellement contente de ce que je viens de faire, j'ai réussi tel truc. Ah, je suis tellement contente de moi, j'ai passé une bonne journée, puis j'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Je suis fière de moi, je suis fière de ce à quoi je suis arrivée dans la vie. » Rares sont les personnes qui sont capables de dire ça. Plus souvent qu'autrement, on se déprécie soi-même et on est le pire juge pour soi-même. Alors, on parle de ça aujourd'hui, puis on va vous aider peut-être à remonter votre estime de soi, même si certaines personnes de nos jours disent que trop s'aimer, ça peut être néfaste, ça peut être négatif, et que de plus en plus de gens s'aiment trop. Je ne suis pas certaine que c'est vrai. Avant de vous présenter mon invité, je cède la parole à Claudia qui va vous donner nos numéros de téléphone pour que vous puissiez communiquer avec nous, poser vos questions et nous dire si vous êtes satisfait de ce que vous êtes, de là où vous êtes rendu dans votre vie aujourd'hui. Merci beaucoup, Louise. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à être fiers de ce qu'on est? Comme Louise le mentionnait, comment ça se fait qu'après, par exemple, une belle journée de travail, que nous avons de la difficulté à dire « bravo, je suis fière de ce que j'ai accompli aujourd'hui ». Je ne vous parle pas là, de vous péter les bretelles, comme on dit, mais au moins se féliciter pour ce qu'on a accompli. Est-ce que c'est dû à un manque d'estime de soi? Est-ce que c'est dû à notre enfance ou encore simplement à la peur du jugement? On veut vous entendre à ce sujet aujourd'hui. Donc, si vous habitez dans la région de Montréal, c'est le 514-380-1144. Si vous habitez à l'extérieur de Montréal, 1-866-380-1144. Vous pouvez nous écrire également à louise@canalvox.com. J'attends vos appels. Claudia vient de noter deux éléments extrêmement importants dans la confiance en soi, ce qu'on a acquis dans l'enfance et la peur du jugement. Alors, mon invité avait écrit un livre qui a un titre très évocateur, « Petit traité anti-déprime » ou en sous-titre « 4 saisons du bonheur ». C'est publié aux Éditions de l'Homme. Il vient d'en publier un autre au travers duquel je suis passée et qui est extrêmement intéressant pour entrer dans une démarche d'estime de soi. Et le titre en est « Qui suis-je? Redécouvrir son identité », toujours aux Éditions de l'Homme. Et c'est Nicolas Sarrazin qui a écrit ça. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes tout d'abord conférencier. C'est vraiment l'élément la partie la plus importante de votre travail. Vous êtes auteur, vous avez écrit ces deux livres-là. Vous en avez écrit d'autres auparavant et un dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais sur lequel j'ai hâte de mettre la main, qui est le petit guide de l'Internet. Toujours aux Éditions de l'Homme, où vous aidez les gens à naviguer sur Internet et à aller faire de la recherche. Alors, je vous le dis, c'est en librairie. Paraît-il que c'est extrêmement facile à lire et à consulter et très utile. Vous êtes formateur, vous êtes coach et vous écrivez sur l'homme, sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Pourquoi avoir pris cette avenue-là pour vos conférences et pour vos écrits? Bien, simplement parce que, personnellement, j'ai déjà été beaucoup plus malheureux que je le suis aujourd'hui et en me donnant le but d'améliorer mon sort il y a plusieurs années, à travers donc ce cheminement-là, j'ai progressé, j'ai appris beaucoup en écrivant mes livres, en lisant énormément sur le sujet. Donc, comme je dis dans mes conférences, c'est tant qu'on ne se donne pas l'amélioration de notre sort comme objectif, on n'est pas en mesure de cerner vraiment les étapes qu'on a à franchir, on n'est pas en mesure de passer à l'action et de voir si on réussit à améliorer véritablement notre sort de la manière dont on le veut. Ouais, ça veut donc dire que il faut prendre la décision d'améliorer son sort? Oui, souvent, le bonheur, on l'associe souvent à une espèce... Bien, moi, je dis, le bonheur ne tombe pas d'un arbre comme un fruit mûr. Hein. On s'attend souvent à ce que ça tombe du ciel. Mais le bonheur, il faut y travailler dans la mesure où, comme n'importe quoi dans la vie, c'est sûr qu'il y a des moments qui vont arriver où on va être plus heureux, on peut avoir de la chance, etc. Sauf que si toute notre vie, on attend que ces moments-là se produisent, bien, on risque d'attendre longtemps, éventuellement, ils risquent de jamais arriver. Donc, le tourbus ne passera jamais au coin de la rue. Exactement. Donc, si on se donne l'amélioration de notre vie, déjà, on se dit, OK, qu'est-ce que je veux améliorer? Est-ce que je veux améliorer la gestion de mes émotions? Est-ce que je veux améliorer mon estime de soi, justement? Est-ce que je vais avoir un degré d'énergie plus grand? Est-ce que je vais être mieux dans ma peau, plus en forme, etc.? Donc,
on se donne des points de repère et à partir de ces points de repère-là, ensuite, on peut se dire, OK, je suis à 80 de satisfaction, il me reste 20 qu'est-ce que je fais? C'est là qu'on Quelle prend... démarche j'entreprends? Exactement, on prend position. Et donc, le fait de conscientiser l'écart entre le désir, le but à atteindre et où est-ce qu'on est, bien, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a à faire et où se rendre, finalement. Claudia, tantôt, parlait de la petite enfance. Beaucoup de gens restent accrochés à ce qu'on leur a pas donné. Pas à ce qu'on leur a donné, à ce qu'on ne leur a pas donné. Et l'estime de soi, c'est un terme qui est à la mode depuis à peu près une dizaine d'années. Mais auparavant, il y avait personne qui disait c'est l'estime de soi qui fait que quelqu'un se sent bien dans sa peau. C'est parce que tu t'aimes toi-même. C'était quelque chose qu'on repoussait. C'était comme d'être prétentieux que de dire ça. Bien là, vous soulignez un bon point, c'est que peut-être au Québec en particulier, avec notre tradition judéo-chrétienne, l'idée de s'estimer, l'idée de réussir est associée à l'orgueil. Et ça, c'est un amalgame, c'est une fausse association dans la mesure où on peut très bien être fier de ce qu'on est. Moi, c'est ce que je dis. L'idée, c'est d'être conscient de notre valeur fondamentale, intrinsèque en tant qu'être humain d'une part, mais d'être conscient aussi que cette valeur-là ne sera jamais en mesure d'en enlever à quelqu'un d'autre. Et c'est là que la notion de comparaison aux autres prend toute sa place. Bon, je vais revenir sur la notion de comparaison aux autres parce que c'était une autre question que je voulais vous poser, mais conscient de sa valeur fondamentale, est-ce que dans la majorité des cas, les gens ne sont pas très ou trop sévères avec eux-mêmes? Ils se voient toujours par le prisme de la critique, par le prisme des mauvaises choses et rarement par le prisme des bonnes réalisations. Tout à fait. Bon, on se rappelle beaucoup de ce qu'on n'aime pas de nous. On se rappelle aussi beaucoup plus facilement, semble-t-il, de ce que l'on veut pas. Mais on se concentre rarement sur ce qu'on veut et on se concentre rarement sur nos forces et on se souvient de nos faiblesses, on se souvient de ce qu'on ne veut pas faire, etc. Donc ça, c'est clair que c'est un élément extrêmement important. Mais tout dépend donc de la manière, des critères qu'on utilise pour se définir. Hein? Notre identité se définit depuis qu'on est tout jeune à travers un ensemble d'informations, à travers les autres, notre famille. Plus tard, à l'école, les jeunes, l'adolescence, les groupes de référence sont extrêmement importants. Mais toute notre vie, donc, on va développer des modes de référence pour se définir. Mais on ne se pose pas toujours la question à quel point est-ce que mes critères pour m'évaluer, à quel point ils sont justes? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je me connais à travers des critères qui sont valables? Et on oublie souvent aussi que face à l'absolu, et si on compare la manière de donner de la valeur à un être humain d'une société à l'autre, on s'aperçoit que ça varie infiniment. Oui. Donc, si on ressort des grands critères de base, comme le fait de ne pas tuer son prochain, comme on dit, des grandes valeurs humaines là, qui sont présentes dans toutes les cultures, bien, c'est clair que notre valeur en tant qu'être humain, elle est universelle et on se concentre beaucoup trop souvent sur les critères que vont nous proposer les médias, la publicité, certaines émissions en particulier, combien magazines. d'argent on a, quel genre de voiture on conduit, qu'est-ce qu'on porte sur le dos, des choses comme ça, des choses accessoires et non pas fondamentales. Et combien de personnes qui avaient justement grosse voiture, grosse maison, gros travail, après avoir peut-être vécu un cancer, une maladie, sont revenus à l'essentiel en rémission par la suite. Et ont même été contentes d'avoir eu cette épreuve-là parce que ça leur a permis de briser finalement la façade, de briser le miroir et de voir de qui se voir un ils étaient peu vraiment. plus en réalité. Exactement. On s'en va tout de suite voir Claudia qui a un témoignage à nous transmettre. Oui, donc Carla m'a téléphoné pour m'expliquer que lorsqu'elle était toute petite, rien n'était assez parfait pour sa mère. Donc, elle faisait son lit, sa mère repassait derrière elle pour le refaire. Elle faisait la vaisselle, sa mère vérifiait si les verres étaient bien lavés, prenait l'essuie-tout et continuait à essuyer les verres. Ses notes n'étaient jamais assez bonnes malgré le fait qu'elle était première de classe. Ses vêtements n'étaient pas assez adéquats. Même la journée où elle a reçu son diplôme pour sa maîtrise, sa mère est allée la féliciter tout en lui mentionnant que la fille de son amie, elle, avait fait son doctorat. Alors, elle dit, comment est-ce que je peux être fière de moi alors que ma mère ne l'a jamais été? Ça veut donc dire qu'elle est restée accrochée à ça encore aujourd'hui, qu'elle n'a jamais réussi à se distancer de l'image que sa mère lui rapportait, lui reproduisait d'elle, c'est ça? Malheureusement, non, parce que si elle m'a appelé aujourd'hui pour m'en parler, c'est parce que ça lui pèse encore lourd sur le cœur. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un comme ça qui irait vous voir, vous entendre en conférence et qui vous dirait, moi, j'ai vécu ça dans mon enfance, puis ça me poursuit encore? Bien, moi, le point global de mes livres, de mon travail, c'est de développer
un élément, la conscientisation. C'est de prendre conscience de ce à partir de quoi est-ce qu'on vient. Nos croyances ont une force formidable. Notre identité, c'est un ensemble de croyances à notre sujet. Donc, si vous croyez que vous êtes capable de faire quelque chose, vous allez probablement le faire et réussir. Si vous croyez et en êtes tout aussi convaincu que vous n'êtes pas capable, vous ne réussirez pas et ça va confirmer votre croyance. Donc, notre cerveau est fait pour former des croyances. Donc, les croyances à notre sujet, comme dans le cas de la dame, c'est évident que, bon, en plus, dans le cas des parents, les personnes significatives comme les parents dans notre enfance jouent un rôle fondamental. Si, justement, ils nous démontrent qu'on n'a pas de valeur à leurs yeux, s'ils ne nous acceptent pas, c'est sûr qu'on va intégrer un ensemble d'informations négatives dans ce cas-là à notre sujet qui vont faire que même si on a réussi, on va toujours se concentrer, on va reprendre les yeux de l'adulte qui nous jugeait et on va se dire, bien, dans le fond, j'ai une maîtrise, mais ça me prendrait un doctorat alors qu'il y a seulement 8 de la population qui a une maîtrise. Donc, au lieu de se mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à détruire sa propre vie parce qu'on est resté accroché à ce qu'on nous a dit? Ça peut aller jusque-là. Tout à fait, mais ça, là, on parlait de l'enfance, des parents, mais ça peut être n'importe quel autre sujet, ça peut être à l'adolescence, ça peut être tout récemment. Donc, c'est toujours jusqu'à quel point est-ce qu'on va se concentrer à faire du ressentiment sur ce qui nous a détruit. Donc, mais à partir du moment où on prend conscience qu'on fait du ressentiment, à partir du moment où on prend conscience que le passé n'équivaut pas à l'avenir, ça pour moi, c'est aussi une phrase très, très importante. C'est que le souvent... passé n'équivaut pas à l'avenir. Non, mais c'est un choix personnel. Exactement. Et notre avenir équivaut à notre présent beaucoup plus. C'est les décisions qu'on fait aujourd'hui qui vont nous forger demain, même si notre passé forge ce qu'on est aujourd'hui. Mais on a un pouvoir sur nous-mêmes et souvent, on laisse le passé déterminer ce pouvoir-là. Et si on s'est senti faible, bon, on va dire non, je suis faible. Bien, c'est évidemment pas vrai. C'est une croyance fausse dans ce cas-là. Donc, il faut intégrer le fait qu'on a une responsabilité par rapport à soi à partir du moment où on est adulte et que si on est bloqué par des choses de l'enfance qui ont été négatives, mais qu'on ne peut pas changer parce que c'est comme ça qu'on les a vécues, puis on a vécu à travers le prisme que nous renvoyait une mère désagréable, comme dans ce cas-là, ça peut être un père dans d'autres cas, ça peut être un milieu familial dysfonctionnel complètement, mais on a le pouvoir de modifier ça à partir du moment où on le décide. Tout à fait. Je peux vous donner un exemple personnel. Allez-y donc. Moi, à l'adolescence, à l'école secondaire, j'étais bon à l'école, j'étais dans une polyvalente et je me suis fait beaucoup, parce que j'étais pas particulièrement sportif et j'étais bon à l'école. Oh, malheur! Donc, je me suis fait rentrer dedans solidement, comme on dit. Aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai aucun ressentiment. Pourquoi? Parce que je me suis mis à la place des gens qui m'ont fait mal, qui m'ont méprisé étant plus jeune. Et je me suis dit, à partir de quoi est-ce qu'ils me jugeaient? À partir de pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'ils le faisaient? Probablement pour se valoriser sur le moment. Il n'y avait aucune conscience du mal qu'ils me faisaient, etc. Donc, si je ne leur donne pas le pouvoir de me faire mal encore aujourd'hui, si je leur pardonne parce qu'ils n'étaient même pas conscients, dans le fond, du mal qu'ils pouvaient faire et que ce n'était même pas intentionnel en ce sens-là, bien, je mets ma vision de moi-même à jour d'une certaine façon et de cette manière-là, au lieu de rester concentré sur des pensées négatives via mon passé, je me concentre sur aujourd'hui, bien, même si je ne faisais pas de sport, je peux m'entraîner, même si là, j'étais bon à l'école, bien, j'en profitais. Donc, c'est pas... C'est tout aussi utile, d'ailleurs, dans le moment présent, quand on se regarde à travers ce que les autres nous projettent de nous et qu'on n'aime pas ce que les autres nous projettent de nous. Tout à fait. Hein? Bien, on peut avoir la même action. C'est un filtre. Moi, j'appelle ça dans mes livres la remise en question. On peut appeler ça aussi le recadrage. C'est de se dire, on va pas seulement... C'est sûr qu'il y en a qui font ça. Les gens orgueilleux, entre autres, vont seulement prendre les bons commentaires, puis dès qu'on leur fait une critique constructive, ils la mettent de côté. Ça, c'est péché par excès dans le sens inverse. Opposé. Exactement. Voilà. Bien sûr, donc, quand on est lucide, quand on développe notre conscientisation des informations à partir desquelles on juge, bien, on peut considérer une critique si elle est constructive, mais de l'autre côté, si on sait que c'est du mépris gratuit, on laisse de côté. D'accord. Mais est-ce qu'à la base de tout ça, Nicolas Sarrazin, il n'y a pas une obligation de devenir autonome? Bien, vous parliez de responsabilisation tout à l'heure. Donc, les deux vont ensemble. C'est s'autonomiser, c'est se donner le pouvoir sur soi-même, c'est de se dire, peu importe ce qui s'est passé par le passé, peu importe mes faiblesses, j'ai des forces aussi. On a tous un potentiel extrêmement grand qu'on ne développe pas, entre autres parce qu'on a peur de l'échec. Moi, je pose souvent la question peur de l'échec, aux gens... peur du jugement. Exactement. Je pose la question aux gens, qu'est-ce que vous feriez si vous ne pouviez pas échouer? Et ça, la réponse à cette question-là montre toute la mesure de nos aspirations et toute la mesure de nos peurs qui nous retiennent, souvent pour rien.
Donc, moi, si j'étais Qu'est-ce que resté vous sur mes feriez peurs... si vous ne pouviez pas échouer? Exactement. Donc, si j'avais pas mis Oui. mes peurs de côté, j'aurais jamais cru qu'un éditeur aurait pris mes livres et m'aurait publié. J'aurais jamais cru que je serais capable de faire une conférence et je serais capable de parler devant 100 personnes. Je ne serais pas à la télé aujourd'hui avec vous. Donc, C'est tout à fait juste. c'est- On va aller retrouver Claudia pour un autre témoignage. Oui, et là, je combine deux témoignages parce que j'ai reçu l'appel de deux hommes, Marc et Jean-Pierre, et ça se rejoint énormément. Eux, ils attribuent leur fierté aux accomplissements professionnels, à l'argent et dans la classe dans laquelle ils se situent par rapport à une classe moyenne, riche ou pauvre. Ils disent, dans la société de consommation dans laquelle on est, si on n'est pas à la hauteur, point de vue salaire, bien là, à ce moment-là, on n'est pas fiers de nous. Et ils ne Alors... s'évaluent que comme ça, ces deux personnes-là. Oui, c'est ça, et j'ai trouvé ça drôle. Puis en même temps, je me dis, quand on regarde les enfants, on leur pose toujours qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie, au lieu de leur dire quel type de personne est-ce que tu désirais être, toi, quand tu seras grand. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que ça commence dans la petite enfance. J'espère ne pas blesser ces deux hommes-là, mais c'est un petit peu triste d'entendre ça, de s'évaluer par rapport à ça. ben, c'est que plus les critères qu'on utilise pour s'évaluer sont peu nombreux, plus ils sont restrictifs, plus on va porter le flanc à la dévalorisation. Il Donc, va arriver je sais pas, un revers de fortune ou exactement. Et là, une perte automatiquement, d'emploi, puis, on perd notre valeur, d'une part. D'autre part, ça implique que si on utilise ces critères-là, tous ceux qui n'ont pas un gros salaire, qui n'ont pas une grosse et belle maison, etc., n'ont pas de valeur en tant que personne. Alors moi, je pose la question, qui peut prétendre, malgré la société de consommation, qui peut prétendre que ces critères-là sont les critères fondamentaux et valables pour déterminer la valeur d'une personne? Peut-être que l'émission en question qui ont appelé à ce sujet-là, peut-être qu'ils ne méprisent pas ceux qui gagnent moins qu'eux, je l'espère. Mais il reste qu'ils sont en danger. Ben, moi, de souffrir exactement. à un moment donné. Plus les critères sont restreints, ça, c'est la même chose en général, plus on voit la vie avec des œillères relativement fermées, plus on risque d'être ébranlé, moins on risque d'être adaptatif face à toute la complexité de l'environnement, de la vie. Finalement, la vie ne se résume pas à un job, à un salaire, à une maison. Même si ça peut jouer un rôle extrêmement Même important. si ça a une là. certaine importance, il reste Tout que à c'est fait, pas ça tout la à fait. base. Mais c'est comme si vous prenez un cercle et on prenait seulement une petite pointe dans le cercle. Et ça, c'est le travail. Oui, mais c'est aussi mes valeurs, c'est aussi mes relations interpersonnelles, c'est aussi l'ensemble de ce que je suis, mes souvenirs, mes expériences, etc., Ouais. mes goûts. C'est intéressant ce que vous dites parce que je lisais ce matin, je crois que c'est dans la presse, une interview de Cameron Diaz. Et puis, on lui demandait pourquoi, depuis 4 ou 5 ans, elle n'avait pas tourné parce qu'elle vient de faire un nouveau film. Et puis, paraît-il que c'est une des personnes les mieux payées à Hollywood. Elle fait 15 millions par film, ce qui n'est pas rien. Hein? Puis elle dit, j'ai choisi d'arrêter parce que je me suis rendu compte à un moment donné de ma vie, il y a 5 ans, 4 ou 5 ans, après avoir gagné des prix, après avoir gagné beaucoup d'argent, avoir une belle maison, et que je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de vie intérieure, qu'en dehors du travail que je faisais et des tournages que je faisais, je n'étais rien. J'étais dans ma maison, aussi belle soit-elle, et rien ne me faisait vraiment plaisir, ni d'aller dans la piscine, ni de porter les multiples robes que j'avais achetées avec tous mes gros cachets. Et quand quelqu'un comme ça fait une telle constatation, ça veut dire que n'importe qui a mis tous ses œufs d'intérêt personnel que dans ce type de panier-là, ça risque, à un moment donné, de nous frapper en pleine face. Au moment du... Elle a été chanceuse, elle n'est pas tombée malade. Elle aurait pu tomber malade et avoir profité de la maladie. Elle s'est réveillée avant. Mais c'est intéressant Mais ça souligne fondamentalement quel est le sens qu'on donne à notre vie. Si on donne tout le sens à notre travail, bien, c'est clair que si, justement, on perd notre emploi, s'il y a des nouveaux collègues qui nous dérangent ou si on se fait rétrograder, peu importe, on risque de souffrir énormément parce qu'on n'aura rien développé non plus autour. Or, la vie, c'est justement des relations interpersonnelles. La vie, c'est des activités autres, des apprentissages, entre autres, etc. C'est une réflexion sur soi. Viktor Frankl, un psychiatre qui a vécu les camps de concentration, qui a été à Auschwitz, a développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie. Et ça passe par le sens qu'on donne à notre vie. Et lui, il a vu que les prisonniers qui, à Auschwitz, résistaient le mieux, c'était ceux qui, justement, avaient quelque chose de fort, d'extrêmement fort, à quoi s'accrocher
pour être capable de passer à travers les tortures, la malnutrition, le fait de... Donc, et quels sont ces éléments-là? C'était leur relation interpersonnelle, l'espoir de retrouver leur famille, par exemple. C'était, dans le cas, par exemple, d'artistes ou de chercheurs, le désir de terminer une œuvre personnelle qui, pour eux, changeait quelque chose. Mais on a vu, pour vous parler des vedettes hollywoodiennes, ben il y en a qui vont se lancer dans des causes humanitaires. Ben c'est peut-être, j'ai pas de nom en tête, sauf que c'est une illustration où ils voient que quelque part, c'est un peu vide peut-être et que en aidant les autres, en voyant qu'ils ont un pouvoir médiatique, un pouvoir financier, ils peuvent changer des choses. Et ça a beaucoup plus de sens que simplement porter une robe à 10 000 Alors, je vous répète nos numéros de téléphone pour ceux et celles qui voudraient témoigner sur la question du jour. Pourquoi avons-nous tant de mal à être fiers de ce qu'on est? Pourquoi, quand on se regarde soi-même, on est toujours en train de décrire ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi, plutôt que de dire ce qu'on a fait, ce qu'on est et ce qu'on réussit? 380-1144 dans le code 514 pour les gens de Montréal et des environs et le 1-866-380-1144 pour les gens de l'extérieur de Montréal. Je repensais à ces deux hommes-là qui ont témoigné à Claudia de où eux voyaient leur valeur, c'est-à-dire dans leur réussite professionnelle et dans l'argent. Il y a toute la dimension aussi de la parentalité, parce que ces hommes-là ont peut-être des enfants, de ce qu'on transmet à nos enfants de ces valeurs-là. Et si on a, en tant que parent, que ça comme valeur fondamentale, il y a bien des chances de transmettre ça aux enfants et d'avoir des enfants qui vont courir toute leur vie après l'unique bonheur de l'argent et de la récompense matérielle. Exactement. Bien, c'est fondamental. Que ce soit du point de vue religieux, des fois, on voit que si des parents croient dans une religion, leurs enfants vont croire dans une religion. Que ce soit du point de vue des valeurs, la trajectoire sociale, souvent, des enfants vont occuper le même type d'emploi que leurs parents. Donc, il y a un lien évidemment direct. C'est sûr qu'on peut changer, on va apprendre des choses à l'extérieur du cercle familial. Sauf que les parents sont cet élément pivot extrêmement important, cet élément central, à partir duquel on va se définir depuis qu'on est tout jeune. Et non seulement c'est fondamental, mais c'est depuis qu'on est en très bas âge et au moment où on dépend totalement de nos parents. Si on se réfère à nos ancêtres il y a des dizaines de milliers d'années, ben les hominidés vivaient en groupe et ce groupe-là égalait la survie beaucoup plus encore qu'aujourd'hui. Mais si vous remarquez, un enfant qui naît, s'il n'y a aucun adulte qui s'en occupe, il va mourir parce qu'il n'est pas autonome. Donc, ça montre à quel point... l'autonomie passe par l'attachement au départ. Exactement. À quel point c'est important d'avoir des adultes, notamment donc les parents qui sont les plus propres à s'occuper de nous et à quel point leur influence va jouer un rôle important. Et ça joue aux deux extrêmes parce que si on regarde beaucoup de gens qui ont été mis à la retraite forcée ou ont eu le choix de prendre la retraite et qui ont découvert au moment de la retraite qu'ils n'avaient pas d'intérêt dans la vie parce qu'ils ne s'identifiaient à rien d'autre qu'à leur travail ou qu'à la vie de famille pour certaines femmes, et les jeunes étant partis de la maison, on se retrouve devant un vide existentiel assez catastrophique. Exactement, fondamental. C'est pour ça que la connaissance de soi est importante, parce que, comme vous dites, et ça arrive souvent des cas de dépression à la retraite. Pour pas que ça arrive, évidemment, il faut être capable de se donner un ensemble de buts. Puis un but, c'est quoi? C'est du sens à sa vie. Un but peut être global, peut être à court terme, peut être à long terme, peut être beaucoup plus local. Ça peut être un but général comme essayer d'améliorer les choses, d'améliorer ma vie, être plus heureux. Ça peut être un petit but comme vouloir suivre un cours d'espagnol, par exemple. Mais dans tous les cas, le nombre de buts, plus on a de buts, plus si on a un échec, on va être capable de se référer à autre chose. Exactement. Pour être capable Alors de que si on a seulement une chose, ça se termine et là, on est face à une impasse. On ne peut pas générer du sens à partir de rien. Ça prend du temps, ça prend de la curiosité, des apprentissages. Et à ce moment-là, on finit par développer un éventail de buts et de possibilités, ce qui fait que quand un se termine, on est capable de passer à un autre. Alors, les déprimés, là, qui n'ont pas de sens à leur vie, appelez-nous pour demander des conseils. Alors, Claudia, je sais que tu as un autre témoignage. Oui, un très beau témoignage de la part de Marie Tremblay qui me dit
Il y a plusieurs formes d'élite et souvent on est impressionné par quelqu'un qui connaît quelque chose que nous, on ne connaît pas. Il y a des gens très riches, par exemple, qui sont spécialisés dans un domaine, mais ces gens-là ne connaissent pas nécessairement tout. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est important de reconnaître nos qualités, nos forces et également de reconnaître nos limites. Et ça, c'est une force en soi. Dans le fond, ce qu'elle disait, c'est que chaque vie humaine a une valeur et c'est important de le reconnaître. Alors, je trouvais ça très positif comme commentaire. Connaître ses limites fait partie de se connaître et de ne pas espérer plus dans certains domaines. Comme moi, si je voulais devenir un grand peintre, j'ai peu de chances de pouvoir le devenir, étant donné que je dessine très mal. Ce serait... Et que vous avez moins de temps à impartir à ce type d'activité-là. Hein? Ah, c'est même pas qu'une juste vie. le temps, c'est une question de talent. Ah. Mais aussi, si on connaît ses limites, on sait aussi ne pas perdre de temps dans des choses où on n'a Exactement. pas on n'a pas de Ou capacité. concentré. Et le témoignage, je le trouve vraiment intéressant parce que ça montre à quel point souvent, tantôt on parlait de comparaison, on se compare globalement à des personnes. Donc, si on se dit, telle personne, je l'envie parce qu'elle a fait telle chose. Moi, par exemple, je joue de la batterie, j'aime bien le jazz et tout. Je me suis donné comme mode de comparaison, quand j'étais plus jeune, d'excellents batteurs jazz aux États-Unis. Mais quand je me suis comparé à eux, je me suis pas dit « Ah, j'aimerais ça être à leur place au complet. » Non, j'étais Nicolas Sarrazin, j'étais dans ma peau, mais je me comparais à eux pour la batterie, ce qui m'a donné un standard élevé, qui m'a permis de me motiver davantage, de me discipliner, de prendre plus de cours, de pratiquer davantage et d'être meilleur que je le serais si je m'étais pas donné ces standards élevés-là. Par contre, à aucun moment, je me suis dit Dave Weckl, Je l'envie tellement que je voudrais être à sa place. Exactement, parce qu'un élément fondamental, vu qu'on va passer notre vie avec nous-mêmes, Oui. vaut mieux être son meilleur ami, vaut mieux être la personne avec qui on veut vivre le plus. Et malheureusement... C'est pas souvent le cas. Exactement, c'est pas. Puis ça, pour moi, c'est une tragédie parce que c'est fondamental. Combien de fois est-ce qu'on vit par procuration? Hein? On vit en lisant, justement, on parlait des vedettes tout à l'heure. Combien de personnes idéalisent les vedettes en se disant « Ah, je voudrais tellement être à leur place, sont beaux, sont belles, sont riches. » Oui, mais ils ont plein d'éléments négatifs dans leur vie aussi qu'on ne connaît pas parce Qui que... nous montreront pas. Exactement, parce que ça ne vendra pas de journaux, par exemple. Ou Dans autre. cet esprit-là, dans un de vos chapitres, il y a une phrase, un titre de chapitre qui m'a frappé, moi. « Aimer les autres pour mieux s'aimer soi-même ». Et je réfère à votre batterie et au fait que vous aimiez et vous admiriez des gens qui jouaient de la batterie. Ils vous ont servi d'exemple, non pas pour vous dénigrer comme batteur qui ne sera jamais peut-être un batteur professionnel, mais pour vous aider à évoluer à travers ça et à devenir le meilleur batteur que vous pouviez être dans les circonstances. Exactement. Mais encore une fois, dans la manière dont on se définit, les autres, ils jouent un rôle fondamental. On parlait des parents. Oui, mais toute notre vie, puis malheureusement, nos parents finissent par mourir aussi. Donc, on continue à fréquenter d'autres êtres humains à chaque jour. Ce qui fait que si on est orgueilleux, qu'est-ce qu'on se dit? L'orgueil est synonyme de suffisance. Hein? Suffisance, on se suffit à soi-même. On est rempli de soi-même. Ce qui fait qu'on ferme la porte à tous les conseils, à toutes les ressources que les autres peuvent nous offrir. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si quelqu'un d'autre m'apprend quelque chose, c'est signe que j'ai moins de valeur et que l'autre en a plus. Et c'est pas vrai. Alors, je suis de retour en compagnie de Nicolas Sarrazin, dont je vous disais tantôt, pour ceux et celles qui n'étaient peut-être pas là, qu'il vient de publier un livre qui a pour titre « Qui suis-je? Redécouvrir son identité ». Et c'est un livre qui propose une démarche assez particulière et intéressante et facile à appliquer dans nos vies, même si on n'est pas des spécialistes, ni des psychologues, ni des psychothérapeutes, pour justement retrouver la confiance en soi, retrouver l'estime de soi et pouvoir continuer dans la vie sans rester avec des vieilles bébites du passé. Il y a une chose dont j'aimerais parler, Nicolas. Vous avez mis sur pied un site Internet qui est sur www.artdubonheur.com, dans lequel vous donnez une panoplie de services gratuits qui favorisent le mieux-être. Quand vous travaillez sur l'être humain, le grand thème, c'est d'être bien dans sa peau. Donc, si on est bien dans sa peau, on est heureux, quelles que soient les circonstances de notre vie. Bien évidemment, tout être humain est une constellation, hein, un ensemble de plein de choses. Et
tout se rejoint. Donc, si on a de l'estime de soi, c'est sûr qu'on va être plus heureux. Si on a de l'estime de soi, on a plus confiance en nos moyens, on se donne plus de buts, on a plus de sens à notre vie, on a donc plus de succès, on est plus résilient face à l'échec, on est plus persévérant. Donc, c'est un ensemble d'attitudes, ce qui fait que si on se donne le mieux-être généralement comme objectif, c'est sûr qu'on se trouve à toucher un ensemble de dimensions de ce qu'on est, comme l'estime de soi, la confiance, la capacité de donner du sens à sa vie, les buts, etc. Et se trouver une motivation pour faire ça, se trouver une motivation pour changer. Qu'est-ce qu'il y a de plus ardu dans cette démarche-là, puisque c'est là où le bas blesse? Les gens sont motivés pour des tonnes de choses, mais pas nécessairement pour eux-mêmes. Tout à fait. D'ailleurs, l'exemple classique, c'est les résolutions du Nouvel An. On est au mois de décembre. Au mois de janvier, ça sent exactement. J'ai écrit un article là-dessus dans le magazine Mieux-être. Les résolutions, c'est un excellent exemple. On se donne quelque chose à faire. C'est une sorte de vœu pieux parce qu'on le fait au début, on arrête, on finit par l'oublier. Pourquoi? Bien parce qu'on en reprend conscience l'année d'après qu'on n'a finalement pas suivi nos résolutions. Donc, l'idée un peu de la mesure, de se dire, si je mesure une fois par année, si j'obtiens mes résultats, bien, c'est clair que je risque de ne pas être très motivé, je ne verrai pas où j'avance. Donc, si on se pose la question une fois par mois, si on suit nos résolutions, on a 12 fois plus de chances de réussir. Mais imaginez si vous lui posez la question une fois par année. Oui, mais plutôt donc à chaque jour ou à chaque semaine, là, vous voyez que vous avancez. Donc, vous voyez à travers vos buts. Encore une fois, un but, c'est pas seulement suivre un cours ou avoir une augmentation de salaire, c'est améliorer son sort, avoir des meilleures relations, gérer mieux les conflits, etc. C'est un ensemble de choses. Et plus on prend conscience souvent du travail accompli, du chemin accompli, plus on est motivé, plus on va persévérer parce qu'on voit qu'on est parti du point A, on arrive au point B et qu'on va réussir et qu'on réussit. En fait, c'est à l'opposé du cercle vicieux, c'est le cercle heureux. Le cercle vertueux, exactement. On va retrouver Claudia qui va aller sur votre site Internet. Oui, c'est ça. J'ai déjà reçu 2 appels de personnes qui voulaient avoir plus d'informations sur comment rejoindre M. Sarrazin. Alors, je vous invite tout de suite à aller sur son site au www.nicolassarrazin.com et à ce moment-là, vous allez tomber sur son site et il y a toutes sortes d'informations, mais entre autres, vous descendez et vous avez son adresse contact pour le rejoindre si vous avez besoin de ses services. Témoignage rapide. Oui. Oui, alors le premier nous provient de Kathleen qui dit, en fait, dans la société d'aujourd'hui, si on dit qu'on est fier de ce qu'on a accompli, souvent les gens vont prendre ça pour de la vantardise. Donc, on se garde une petite gêne et on ne l'admet pas qu'on est fier de soi. Et j'ai eu Thérèse de 85 ans qui m'a dit, moi, ce qui m'aide à me sentir mieux dans ma peau, le matin, quand je me regarde dans le miroir, c'est de me regarder avec de l'intelligence. J'ai dit, c'est-à-dire que oui, c'est sûr que j'aimerais retourner en arrière, avoir un petit peu moins de rides, mais dans le fond, il faut apprécier chaque moment et chaque jour est un cadeau de la vie. Il faut vraiment en profiter. 2 bons exemples, mais si on revient au premier, de celle qui dit, si on dit aux gens qu'on est fier de soi, on passe pour orgueilleux, on passe pour vantard. Vous pensez que c'est juste ça? Bien, c'est clair que ça dépend toujours de la manière dont on interprète le discours de l'autre. Hein? Ça dépend donc de la manière dont on le propose. Moi, je pense avoir une bonne estime en moi-même, mais paradoxalement, je dois l'affirmer d'une certaine façon, mais les gens me trouvent toujours humble. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que j'ai pas plus de valeur que les autres, même si j'ai toute ma valeur à moi. Et ça, j'imagine que ça doit se transparaître autant que mon estime en moi-même. Et à ce moment-là, peut-être, si je me dis, si je dis, oui, je suis bon, blabla, je me vante, là, ça peut être un peu méprisant comme ton. Mais si je souligne que l'autre fait des bonnes choses en même temps, donc si on voit la relation à deux, par exemple, si on parle à une personne, on le présente de façon plus globale, bien, peut-être que cette interprétation négative-là de notre estime de soi va disparaître. Exactement, ne sera pas négative. Parce que, est-ce que c'est possible de trop s'aimer? Parce que j'entendais le docteur Mailloux parler de ça. Il est venu ici à un moment donné, puis il dit, on parle beaucoup d'estime de soi, puis on met tout sur le compte, tous les malheurs du monde sur le compte de l'absence d'estime de soi et de l'absence de valorisation personnelle de la part de nos parents, de nos professeurs, enfin de tous ceux qui ont jalonné notre enfance. Mais est-ce que c'est possible que l'inverse arrive et qu'on s'aime trop? Bien, moi, j'ai rarement vu ça, mais... Mais c'est vrai que l'estime de soi, c'est pas une panacée. Puis il y a des recherches en psychologie
psychologie cognitive récentes, donc depuis les années, par exemple, des années 90, qui ont démontré que, par exemple, chez les jeunes, si artificiellement on essaie d'augmenter leur estime de soi, si les professeurs le faisaient, s'il y avait vraiment un programme d'estime de soi, si c'est superficiel, relativement lacunaire, segmenté, donc les profs disent ah oui, t'es bon, ben un jeune. Alors que ça n'est pas le cas. Et pas exactement, pas toujours le cas, mais ça peut être le cas, mais que le jeune fait juste intégrer qu'il est bon. C'est sûr qu'il faut nuancer et les chercheurs ont observé que ça pouvait susciter des comportements plus agressifs de la part de ceux Agressif. qui avaient un gros ego, donc de l'agressivité, du mépris, donc différentes manières de se percevoir. Mais encore une fois, quand on manque d'estime de soi, c'est qu'on se compare aux autres et on se dit j'ai moins de valeur que l'autre pour X, Y raison, selon nos critères. Mais quand on a trop d'estime de soi, on se dit j'ai plus de valeur que les autres pour tel et tel critère. Maintenant, dans les deux cas, il y a quelque chose qui ressort, c'est qu'on se compare globalement aux autres. Donc, je peux me dire, oui, moi, je fais quelque chose que d'autres ne font pas et je réussis mieux qu'eux. Mais les autres font aussi des choses Que moi, je ne fais pas. Que je ne fais pas, qui réussissent mieux que moi. Donc, c'est à chaque fois, on sélectionne facilement certaines informations et si on les généralise, c'est dans mon petit traité antidéprime, là, ce qui s'appelle des distorsions cognitives, des pensées tordues. Hein, on tire rapidement des conclusions, on se concentre seulement sur le gazon est plus vert dans la cour du voisin pour oublier tout ce qu'on a, nous, que finalement notre gazon est assez vert. C'est-à-dire comme occulter tout ce qui se passe de bien dans notre vie à nous pour ne regarder que ce qui se passe chez l'autre, qu'on voit mal d'ailleurs. Exactement. Parce qu'on n'est pas dans ses bottes, on n'est pas dans sa maison, on n'est pas dans ses affaires. Et à ce moment-là, il faut prendre conscience qu'on sélectionne certaines informations. Encore une fois, c'est une question de conscientisation, d'autonomisation face à notre propre pensée, de se dire, OK, c'est naturel que je me concentre sur certains éléments d'une situation. Donc, sachant cela, je peux prendre une distance et me dire quelle est la situation plus globale. Et c'est là que je ne mépriserai personne et c'est là que je ne me sous-estimerai pas non plus, pour prendre que ces exemples-là. Est-ce que c'est possible? Parce que je suis certaine qu'il y en a qui écoutent, qui sont soit en état de dépression ou qui ont perdu leur emploi, qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'en trouvent pas, qui sont chez eux en se disant, mon Dieu, le temps des fêtes arrive, j'ai pas l'argent qu'il faut pour célébrer comme du monde, j'ai pas d'amis, etc. Est-ce que vous pensez que le bonheur et que l'estime de soi qui vient avec est accessible à tout le monde, ou s'il y a des gens qui seront toujours, qui ne pourront jamais l'atteindre parce qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour l'atteindre? Oh, grave question, grande question. Évidemment, le cerveau humain est extrêmement complexe, premièrement, ce qui fait que, par exemple, certaines personnes ont génétiquement plus de prédisposition à être en dépression. Donc, déjà là, on n'est pas tous égaux face à des états de pensée plus moroses et à des états dépressifs, d'une part. D'autre part, si le cerveau est complexe, l'ensemble d'une vie humaine et des événements qu'on peut vivre sont également d'une infinie complexité. Donc, mesurer ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont dans des meilleures conditions de par les événements qu'ils ont vécu, de par leur enfance, de par leur génome, si on veut, de par leur capacité à être plus heureux que malheureux. Ça c'est la mauvaise nouvelle dans le sens où il y a un certain déterminisme, il y a une détermination qui fait qu'on ne contrôle pas tout, mais... Par contre, ça, c'est la moitié de la réponse. L'autre moitié, c'est de dire, par contre, on a tous un pouvoir sur nous-mêmes à travers tout ce qu'on ne contrôle pas. Et ce pouvoir-là, on a tous des capacités qu'on estime souvent même pas posséder. Et ça, on peut travailler à le développer. Et à partir du moment où on se dit, oui, je peux changer des choses, on peut commencer à changer des choses. En se servant de ses points forts. Tout à fait. D'accord. Oui. On va retrouver Claudia pour un autre témoignage. Oui, alors j'ai reçu l'appel d'une dame qui travaille dans le milieu de l'éducation depuis plusieurs années. Elle désire demeurer dans l'anonymat et elle réagissait un petit peu à ce que vous disiez tantôt sur la connaissance de soi. Elle dit se connaître soi-même, ça peut prendre une vie, même deux, parce que c'est extrêmement profond. Parce qu'elle en a eu deux, elle? Parce que non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que ça prend énormément de temps. Et elle dit qu'elle a remarqué un mouvement particulier ces temps-ci, que les parents veulent beaucoup pour leurs enfants ce qu'ils souhaitent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils veulent vivre leurs rêves à travers leurs enfants. Donc, l'enfant n'a pas le temps d'apprendre vraiment qui il est parce qu'il se concentre à qu'est-ce que mon papa ou ma maman veulent que je sois moi. Et donc, ce qui arrive, c'est que souvent, on a des enfants qui se retrouvent dans une profession dans laquelle ils vont probablement être extrêmement malheureux parce que c'est pas vraiment ce qu'ils veulent eux. Et ce qu'ils veulent, ils le savent pas vraiment non plus. Qu'est-ce que vous répliquez à ça?
Bien, c'est tout à fait vrai que se connaître prend du temps, hein. Moi, j'ai 33 ans, je ne peux pas prétendre me connaître autant qu'à 70 ans, par Mais exemple. vous en connaissez quand même un petit bout. On peut quand même en connaître un petit bout. Tout à fait, mais une autre chose, c'est que ça dépend toujours de l'attention qu'on porte à quelque chose, hein. C'est comme la sagesse, on peut être très sage à 20... Donc, les connaissances de soi, comme la sagesse, c'est pas juste cumulatif avec les années. Ça dépend de l'attention qu'on porte aux événements. Si, moi, j'apprends de mes erreurs, à 25 ans, je peux être plus sage qu'une personne de 60 ans qui n'aura jamais appris de ses erreurs, par exemple. Évidemment, c'est une question complexe, mais la connaissance de soi, c'est pareil. Si on vit à travers le flot, hein, de la société, des valeurs des autres, on n'est pas authentique dans la mesure où on ne se préoccupe pas de qui on est. Donc, on peut avoir 60 ans et ne jamais se poser la question et avoir toujours suivi le courant. À ce moment-là, on se connaît beaucoup moins. Une personne de 20 ans peut s'être posé la question beaucoup plus tôt et peut être plus authentique face à ses choix. Mais comme la dame soulignait, évidemment, si on suit les choix de nos parents, ensuite les choix généraux valorisés par la société, comme avoir de l'argent, une grosse maison et tout. Mais souvent, la crise, la quarantaine... Et dur à passer. Et c'est lié à ça, c'est que les enfants sont grands, on a atteint un niveau intéressant au niveau de notre emploi, on n'a plus tellement de défis, et là, tout à coup, il y a une crise de sens, on n'a pas nécessairement mis assez de temps pour entretenir notre couple, donc là, il y a des séparations, les enfants sont plus grands, on peut se séparer d'eux, ou s'ils sont adolescents, il peut y avoir plus de conflits, et notre emploi ne nous plaît plus. Et là, souvent, les gens se remettent en question, mais pourquoi ils se remettent en question? C'est parce que peut-être qu'ils ne se sont jamais suffisamment posé la question auparavant. Moi, je disais la blague, où courge, hein? À quoi serge? Donc, finalement, des questions un peu philosophiques de se dire à tous les jours, à quoi est-ce que ma vie, où est-ce que je m'en vais dans ma vie, finalement? Oui. Mais pour ça, il faut s'arrêter pour se les poser, les questions. Vous disiez tantôt, quelqu'un qui n'aurait pas appris de ses erreurs va mettre plus qu'une vie pour apprendre, devra peut-être mettre une deuxième vie qu'il n'aura pas ou qu'elle n'aura pas, justement parce qu'il n'a pas pris le temps de réfléchir. Et ça, c'est une chose que l'on fait de moins en moins, parce qu'on court pour faire des tonnes de choses dans la vie, sauf prendre le temps de réfléchir. Et souvent, vous avez parlé de la maladie en début d'émission. Vous dites qu'il y a des gens où il a fallu qu'ils tombent malades pour réaliser qu'ils couraient après quelque chose d'illusoire. Exactement. Et c'est la maladie qui, en fait, a été une bonne chose dans leur vie. Mais quand on n'est pas malade et qu'on a la capacité de réfléchir, il faudrait peut-être s'arrêter puis se poser la question, est-ce que je prends le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé ou à ce que je veux ou là où je m'en vais? Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je ne pourrais pas modifier des choses dans ma vie pour être mieux dans ma peau? Exactement. Ben oui, c'est une question. Comme vous disiez, notre vie va de plus en plus vite. Hein, on veut performer. On est bombardé d'informations. L'Internet donne encore une fois beaucoup plus d'informations. Les cellulaires permettent de regarder maintenant la télé, recevoir des messages avec les fils RSS. Donc, il y a une infinité d'informations. Mais on est souvent pris dans le piège de se dire, on peut dire non à l'information, on peut dire non à l'opportunité, à l'occasion. Et ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on prend un peu de temps pour nous-mêmes, parce qu'on a peur d'être oublié, hein. Fondamentalement, l'être humain vit en groupe et les autres, tous ceux qui nous relient, bien, c'est pas pour rien qu'on veut souvent devenir riche, mais on veut aussi être populaire, parce que la popularité, ça montre que les autres nous accordent la valeur. C'est tout le contraire d'être exclu. Et si je reviens à nos ancêtres d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, si on est exclu du groupe, ça signifiait une mort certaine. Ce qui fait que c'est ancré au fond de nous le désir d'être avec les autres. Mais c'est clair que... De faire partie de la gang. Exactement. Mais c'est clair que, contrairement à on n'est plus menacé par des fauves comme nos ancêtres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut prendre du temps, dire non à certaines occasions et, au contraire, se poser des questions qui vont faire de nous des meilleures personnes, qui vont faire de nous des personnes qui vont être plus appréciées des autres, qui vont avoir plus d'estime de soi, plus de confiance, parce qu'on va savoir où on va savoir quoi faire pour se réaliser. Et plus on va se réaliser, plus on va être heureux dans notre vie, et plus ce qu'on va dégager, finalement, va être agréable pour les autres et va paradoxalement nous rendre plus populaires. Donc, un recul nous rapproche peut-être. On en revient au cercle heureux et non pas au cercle vicieux. Exactement. Alors, il reste quelques minutes à l'émission. Je vous souligne que si vous voulez témoigner sur la question du jour, pourquoi avons-nous tant de mal à être fiers de ce qu'on est? Dites-nous pourquoi vous avez tant de mal à être fiers de ce que vous êtes.
Et peut-être trouverez-vous dans les paroles de Nicolas Sarrazin quelque chose pour vous redonner le goût de vous regarder tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. 380-1144 dans le 514 pour les gens de la région de Montréal et le 1-866-380-1144 pour les gens de l'extérieur de Montréal. Il y a une des parties de votre livre dont on a peu parlé, les fausses croyances sur soi. C'est quoi les fausses croyances sur soi? Bien, j'en ai parlé en filigrane tout au cours de l'émission. Dans le fond, les fausses croyances, tout à l'heure, je parlais de l'importance des croyances. Hein? Peu importe le type de croyance qu'on a sur notre vie, si je dis une évidence comme ma cravate est verte, on est d'accord parce qu'on la voit, ou que la Terre est ronde, ça, c'est des éléments qui sont à l'extérieur de nous. Mais quand vient le temps de croire que j'ai de la valeur ou que j'en ai pas, c'est pas aussi évident que dire que la cravate est verte, c'est pas factuel, c'est pas La couleur vérifiable. vient pas tout de suite aux yeux. Exactement, mais c'est de voir à quel point nos croyances sont modifiables et sont importantes parce que ce qu'on croit, c'est ce qui nous permet d'orienter nos actions, d'orienter nos jugements, nos interprétations. En fait, les croyances, ce sont le point central à partir duquel on se définit. Si je me crois pas bon, j'avancerai pas. Exactement. Alors que si je pense que j'ai certaines valeurs et que j'ai certaines aptitudes, je risque de m'orienter vers un chemin qui va me mener à une certaine forme de réalisation. C'est à peu près ça. Exactement. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est limité. Il est extrêmement performant, mais naturellement, on a des limites qui font que, comme tout à l'heure, je vous parlais du fait de sélectionner seulement certaines informations au lieu de voir la situation globalement. Bien, ça, c'en est un exemple. Un autre exemple, bien, c'est normal, si un enfant met sa main sur un rond de poêle allumé, Il va se brûler. bien, bon, donc ça, c'est utile de savoir qu'un rond de poêle allumé, ça brûle ou du feu brûle toujours. Donc, on généralise la croyance. Mais si j'ai un échec, puis je généralise de la même façon en disant j'aurai toujours des échecs, c'est là que ça devient une distorsion, c'est là que ça devient une pensée tordue. Or, on en fait tous naturellement. Oui, et que oui. Et le but, bien, entre autres à travers mes livres, c'est d'apprendre à connaître ces pensées tordues-là pour leur tenir la bride, Oui, les leur dire, contrôler. Exactement. C'est pas ça la réalité. Exactement. On va retrouver Claudia pour un témoignage. Oui, très rapide. Donc, Mireille m'a dit, j'étais très fière de moi, mais ce sont les gens autour de moi qui m'ont détruit. Et ensuite, ça m'a pris énormément de temps à me rebâtir. Est-ce possible que les autres nous détruisent si on n'accepte pas de se laisser détruire? Si on n'accepte pas, Oui. ben, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on on peut tous être blessés physiquement, hein, si je reçois un Ou coup de moralement. poing. Mais moralement, une parole blessante, implicitement, il faut croire la personne qui parle Ouais. pour la laisser nous détruire. Bon, c'est clair que la plupart du temps, on croit les autres. C'est déjà pas C'est facile ça, le problème. de ne pas croire les gens. Mais là-dedans, peut-être qu'elle a vécu un grand rejet, peut-être qu'elle a vécu du mépris ou en tout cas quelque chose de très fort émotionnellement. Mais c'est sûr que les autres, puisqu'ils sont la mesure la plus importante à partir de laquelle on va se connaître. Hein, si, quand j'étais petit, j'ai levé une roche, je connaissais ma force, mais les autres m'ont permis de me connaître à travers une infinité d'éléments de ma personnalité. Mais si on veut aider cette personne-là parce qu'elle ne semble pas dans un bon état, c'est de lui dire arrêtez de donner aux autres le pouvoir que vous leur donnez maintenant que les faits sont passés. Exactement. Ça s'est peut-être passé dans son enfance, mais arrêtez de leur donner ce pouvoir-là sur votre vie. D'une part. D'autre part, remettre en question les commentaires Ouais. négatifs, tout ce qui a été négatif qui lui a fait mal. Comme moi, je mentionnais tout à l'heure mon adolescence, bien, de se dire, est-ce que la personne l'a vraiment voulu? Est-ce qu'elle est-ce qu'elle me connaissait assez pour me juger, etc.? Et ça me Peut-être permet pas. de prendre une distance. On est obligé de se quitter, Nicolas Sarrazin. N'oubliez pas Qui suis-je? Redécouvrir son identité aux éditions de l'Homme. Au revoir tout le monde.